Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Fatimata Wansanya de France 24, Pierre Benoît de TV5 Monde et puis Jean-Paul Agbo Aoulété de Focus Info, un journal privé édité à Lomé, la capitale togolaise. Et c'est pour débattre justement du Togo où s'ouvre lundi 10 octobre le sommet africain sur la sécurité maritime. Et puis de cette condamnation à 5 ans ferme d'Alberto Olympio, le jeune opposant togolais, qui dénonce là une procédure manipulée et une justice aux ordres. Et puis il sera question de l'Éthiopie à propos des violentes tensions en région Oromo, la communauté majoritaire du pays. D'abord donc ce sommet sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique qui se tiendra donc à Lomé la semaine prochaine sous l'égide de l'Union africaine. Le sujet d'illustration est présenté par Christian Eboulé de TV5 Monde. Nous sommes en haute mer, bien au-delà des 200 nautiques des côtes du port de Lomé, la capitale du Togo. Après quelques heures de recherche, un bateau suspect est arraisonné et l'équipage tenu en respect par la marine. C'est un exercice grandeur nature auquel vient de procéder l'état-major de la marine, chargé de veiller à la sécurité des eaux territoriales togolaises. On s'entraîne pour faire face à la situation réelle. Donc pour faire l'exercice, on se met déjà en situation réelle. Vous êtes combien avant? Nous sommes 8. Exercice du jour, comment arraisonner un bateau de pêche illégal et mettre ainsi un terme à l'ensemble des activités criminelles qui y sont associées. Au premier trimestre 2016, 10 attaques et 44 prises d'otages ont eu lieu dans le golfe de Guinée. Une insécurité qui menace la stabilité économique des pays de la région. La piraterie, d'abord, c'est quoi? C'est des gens qui sont frustrés par une certaine manière et qui, dans un premier temps, commençaient par prendre des otages, c'est-à-dire ils organisaient la piraterie à terre, et puis après se sont balancés en piraterie dans l'espace maritime. Mauvaise gouvernance et précarité de l'état de droit accroissent donc l'insécurité sur l'ensemble des côtes africaines. Or, en Afrique, justement, l'économie dépend des voies maritimes à plus de 92%. D'où l'importance du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Voilà, après 2 reports liés notamment à l'agenda de l'Union africaine, Lomé, la capitale du Togo et ville portuaire de l'Atlantique, va donc accueillir ce sommet sur la sûreté maritime. Le principal objectif est d'adopter, dit-on, une charte, un accord contraignant pour les pays membres de l'Union africaine afin de lutter contre les principaux périls évoqués dans ce sujet. Ça va de la pêche illégale en passant par la piraterie, le trafic de drogue ou celui d'êtres humains. Un objectif ambitieux, mais plutôt louable. Louable et ambitieux, mais on l'a bien compris dans le sujet, 92% du commerce maritime, du commerce sur le continent, il passe par les voies maritimes, puisqu'évidemment, les voies terrestres sont très compliquées, très, très difficiles. Et l'Afrique, elle a un problème d'adaptation de sa sécurité avec les nouveaux enjeux, les nouvelles menaces. D'un côté, le terrorisme, notamment la question du djihad islamique. Donc, on a vu que les armées africaines étaient en train de se former ou de se réformer par rapport à ce type de combat asymétrique avec des unités mobiles, etc., etc. On en a beaucoup parlé autour de ce plateau à plusieurs reprises. Et puis, au niveau de la sécurité régionale, continentale, la question des frontières d'un côté et la question des frontières maritimes de l'autre. Alors, l'enjeu du sommet de Lomé est énorme. La charte est très ambitieuse parce qu'elle est très contraignante. Et au bout du compte, c'est la question des moyens financiers. La plupart de ces pays n'ont pas véritablement de marine. On l'a vu dans le reportage, il faut des bateaux rapides, des bateaux légers, des bateaux de 30-50 mètres de long et des gens très très efficaces, etc. Voilà. Alors Fatimata, effectivement, il y a la question des moyens, des capacités des marines africaines. On a vu notamment que depuis quelques 10 ans, depuis 11 ans, depuis 2004, ce sont principalement les marines de guerre de l'OTAN, des pays de l'OTAN, de l'Union européenne, voire chinois, sud-coréens, etc., qui luttent contre la piraterie somalienne plutôt que les marines africaines. Il y a une contribution des Seychelles, mais c'est extrêmement limité. Oui, bien sûr. Alors, on parle de pays extrêmement pauvres qui n'arrivent pas à juguler leurs problèmes terrestres
hein. Donc forcément, les armées pâtissent d'un manque chronique de moyens, ça c'est sûr. Songez quand même que dans le golfe de Guinée, hein, qui maintenant aujourd'hui surpasse en termes de piraterie les enjeux du golfe d'Aden, on parle de 33 attaques, donc quasiment une par semaine, hein, rien que cette année. Donc c'est énorme, à juguler, effectivement. Et il faut voir que, par exemple, le golfe d'Aden, il y a une armada internationale qui est présente, qui est extrêmement puissante, qui est spectaculaire, qui a fait baisser de façon drastique, d'ailleurs, les attaques de piraterie de ce côté-là. Mais évidemment, du côté du golfe de Guinée, qui est l'endroit le plus pauvre, hein, mais il faut penser qu'il y a le Nigeria, hein, donc il y a Boko Haram et les autres, qu'il y a toute cette zone du Sénégal jusqu'à l'Angola, en passant par des pays dont le Togo, etc. Alors cette disparité, quand même, il faut le souligner, est liée au fait que l'océan Indien draine énormément de trafic maritime au bénéfice des pays occidentaux et en provenance d'Asie. Oui, bien sûr. Alors évidemment, cette distorsion, elle est importante pour tous ces enjeux-là qu'on vient de rappeler. Mais moi, ce qui m'intéresse plus dans ce sommet en particulier et concernant ce golfe de Guinée, il faut aussi penser... On n'en parle pas beaucoup, mais ce sont tous ces déchets toxiques. Parce qu'il faut voir que cette zone-là aussi draine une sorte de champ ouvert de tous les déchets toxiques occidentaux. L'affaire Trafigura. Trafigura, le propos koala qu'on a connu dans la baie d'Abidjan, qui est une catastrophe. On parle de 17 morts, qui a eu avéré, sans compter les intoxiqués, plus de 500 millions de tonnes de boue qui ont été quand même déversés. Dans les années 80, on a parlé de déchets radioactifs. Radioactifs qui ont été dissimulés sous l'indifférence générale, en tout cas les yeux fermés des principaux dirigeants, sans compter la préemption des ports par les grands groupes, Bolloré, etc. Donc on voit bien, Jean-Paul, que les dangers sont multiples pour l'Afrique et que d'un autre côté, le bénéfice aussi est majeur puisque, Pierre le rappelait, 92% du commerce africain transite donc par voie maritime. Et puis les dangers donc sont multiples. Et on a vu tout de même, il y a 3 ans, je crois, il y avait une réunion à Yaoundé où les pays qui bordent l'Atlantique avaient constitué une sorte de plateforme sous-régionale, de même que des antennes, des centres régionaux pour lutter notamment contre la piraterie. Et on voit que c'est assez déficient. Alors on parle de bureaucratie lourde, on parle également de manque de moyens, c'est-à-dire que les pays ne mettent pas assez d'argent finalement dans ces opérations. Oui, c'est pour ça justement que le sommet de Lomé est une nouvelle étape dans la lutte contre la piraterie maritime, la sûreté sur la mer et les océans, et puis globalement pour le développement de l'économie marine. Il s'agit surtout de capitaliser sur toutes les initiatives que vous venez de décrire, la conférence de Yaoundé, les initiatives du Seychelles, de faire une revue de toutes ces initiatives et puis d'adopter à travers la charte une feuille de route et d'adopter les bonnes pratiques. Et effectivement, il faut davantage de moyens pour les pays africains qui sont déjà confrontés à d'énormes difficultés sociales, à d'énormes difficultés économiques. D'où l'importance justement de mutualiser les moyens parce qu'aucun État à lui seul ne peut aujourd'hui faire face à tous ces défis. Mais il faudra nécessairement une aide extérieure, une aide de la communauté internationale. Bien également. sûr, d'où la participation des États autres qu'africains à ce sommet. Il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a le Japon, il y a la Chine, oui, qui déjà ont d'une certaine manière participé au financement de la conférence, mais qui seront aussi présents à un niveau important. Le ministre français de la Défense, par exemple, a annoncé à Lomé pour justement apporter le soutien de tous ces pays à ce sommet. Un dernier mot et brièvement, Pierre, rapidement. Cette dimension prise de conscience de la communauté internationale, puisqu'on parlait de ce qui s'était passé sur la Corne de l'Afrique, hein, les côtes de Somalie, parce qu'il y avait un trafic international entre l'Asie et l'Europe et les États-Unis. Mais le golfe de Guinée a toujours été délaissé, par exemple. Et donc, on parle de moyens, mais la dimension coopération est beaucoup plus importante aussi que celle des moyens. C'est-à-dire que les pays doivent coopérer parce qu'il faut mutualiser les moyens de sécurité et de contrôle. Et aussi, il y a une articulation entre ce qui se passe, on a parlé de poubelles, de déchets, etc., mais il y a aussi une articulation entre la lutte contre le terrorisme en haute mer, puisque c'est le trafic de drogue qui aussi alimente, on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé
lors du procès en Guinée équatoriale. La cocaïne dans l'Amérique latine arrive sur le golfe de Guinée. De déstabilisation. Voilà. Afrique Presse et RFI TV 5 Monde, on reviendra bien sûr sans doute sur ce sommet maritime qui se tiendra à Lomé la semaine prochaine. Toujours dans l'actualité togolaise, cette fois, la récente condamnation d'Alberto Olympio à 60 mois ferme et 6 milliards de francs CFA demande par un tribunal de Lomé dans un dossier de différend commercial Pierre Benoît. Alors, le leader du Parti des Togolais dénonce une procédure et un verdict abusif et téléguidé selon lui par le pouvoir, car des documents, notamment le classement de l'affaire sans suite, auraient été détournés du dossier. Oui, il y a eu un fric-frac judiciaire pas très clair. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un côté, il a reconnu les faits. Il y a eu un problème de malversation. Donc, il était devant la justice. Il n'a pas nié la réalité du problème. Mais de l'autre côté, évidemment, la justice togolaise a eu la main lourde. Bon, je crois qu'on peut dire tout simplement que quand on s'appelle Olympio, on est un peu maudit. On ne va pas recommencer ici l'histoire du Togo, mais depuis le début, puis le père fondateur jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est la dynastie des Ayadema qui est au pouvoir d'une certaine façon. Tous les Olympios sont un peu comme ça, pourchassés, et je pense que ça crée une ambiance déplorable au Togo, tout simplement. Voilà, Fatimata, lorsqu'il évoque une justice instrumentalisée par le pouvoir, on songe évidemment au fait qu'il y a eu des séries d'incendies de marché au Togo, où on avait accusé les opposants, mais sans l'ombre d'une preuve. Il y a aussi des hommes du Sérail qui ont été envoyés au trou, Pascal Bojona, etc. Et même le demi-frère du président. C'est aussi un peu à la mode, en RDC, où Katumbi se voit condamné, il ne peut plus retourner à son pays. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de museler les opposants, finalement, que d'utiliser l'arme judiciaire ? Si vous voulez, moi, je pense, je ne vais pas être mauvais esprit, mais que c'est plutôt un instrument moderne. On a connu certains, on va dire, régimes africains habitués aux tortures, aux disparitions sans suite, etc. Là, ils se mettent soft. Alors, ils utilisent l'instrument démocratique à travers la justice pour régler leurs comptes à peu de frais, évidemment, sans qu'il n'y ait de suite véritable. Et de toute façon, c'est incontestable pour leur peuple, bon, ça c'est facile, mais aussi pour l'Occident. Il y a un message à dire à l'Occident. Regardez, c'est passé par la justice. On a vu le Gabon récemment, mais il y a eu la Cour constitutionnelle. Faites un recours légal, et vous verrez après. Acceptez le verdict local. Quand même, au Gabon, c'est ce qui a été dit et redit. Bongo a dit, mais moi, je respecte les lois de mon pays. Voilà, point à la ligne. Et à vous de voir ce que vous voulez en faire. Alors, est-ce que l'affaire Olympio a suscité des commentaires et des réactions dans les médias, dans les rangs de l'opposition, l'affaire Alberto Olympio, Jean-Paul ? Bien sûr, l'affaire Alberto Olympio a défrayé la chronique pendant plusieurs semaines et d'ailleurs continue de défrayer la chronique. Je pense que sur cette affaire, il y a deux constats. C'est vrai que M. Olympio est arrivé comme un iconoclaste sur la scène politique togolaise. Il cassait un peu les codes, il a, on va dire, ringardisé un peu l'opposition traditionnelle. Il était là, il distribuait les bons points. Il reconnaissait les progrès que le pays a fait. Il parlait aux jeunes. Il avait un contenu dans son discours qu'on ne voyait pas souvent sur la scène politique togolaise. Mais il s'était retiré quand même de la présidentielle de 2014 en dénonçant des listes électorales truquées. Oui, sur la question du fichier. Donc ça, c'est le premier constat. On ne peut pas nier qu'il a fait une entrée remarquée sur la scène politique togolaise. Le second constat, c'est que aujourd'hui, sur la scène politique, justement, il y a Jean-Pierre Fabre qui est le chef de file de l'opposition. Il y a beaucoup de leaders de l'opposition qui sont là, qui ne sont pas nécessairement inquiétés, etc., et qui vivent tranquillement dans le pays. Et puis, ce qu'il faut dire surtout, c'est que le différend qui a abouti à la condamnation de M. Alberto Olympio, c'est entre lui et une société, enfin, un fonds d'investissement à vocation sous-régionale, donc qui n'a pas directement, en tout cas qui n'a pas d'intérêt en fait, politique dans le pays. Donc, a priori, on ne voit pas comment
s'est associé, qui est un fonds d'investissement, a pu être manipulé par la... peut avoir intérêt à mettre en difficulté une société dans laquelle, par ailleurs, il a mis plusieurs milliards de francs CFA. Comme l'a dit Pierre Benoît, M. Alberto Olimpio a, devant le juge, reconnu les faits, parce qu'il a surtout été condamné aussi pour avoir produit des faux relevés bancaires. Quand son associé lui a réclamé des documents, il a produit des faux relevés de bancaires d'une banque ivoirienne. Donc c'est sur la base de cela que la poursuite a été enclenchée. Effectivement, on ne peut pas non plus nier que souvent il y a l'instrumentalisation de la justice dans les pays africains, que c'est fait à des fins politiques, mais ça ne peut pas non plus amener à la conclusion que tous les hommes politiques de l'opposition africaine sont des vertueux. Comme partout dans le monde, dans la classe politique, vous avez... Il y en a pas mal, absolument. Alors, en tous les cas, il a décidé de porter plainte contre un certain nombre de magistrats et je crois contre même le ministère de la Justice. Affaire à suivre. Un dernier mot, peut-être, Jean-Paul, sur ce colloque de l'opposition parallèlement presque à ce sommet sur la sûreté maritime. Jean-Pierre Fabre qui tient un colloque sur alternance et démocratie à Lomé. Oui, effectivement. Alors, pour rebooster l'opposition, apparemment. Effectivement, c'est une manière d'exister pour CAP 2015 Jean-Pierre Fabre, d'autant plus que depuis la dernière élection présidentielle, ce regroupement de partis politiques a complètement disparu de l'actualité politique. Donc, c'est une certaine manière d'exister, puisque l'actualité, depuis un mois, c'est le sommet sur la sécurité maritime. Et puis aussi, c'est une certaine manière d'organiser un contre-sommet et de peser. Et d'être sur la photo. Quoi, exactement. Voilà. Le pouvoir peut capitaliser sur cela en disant que voilà, il y a une certaine liberté dans le pays, les opposants circulent librement. On vient de parler du cas Alberto. Mais ce que je crains surtout, c'est toutes les personnalités extérieures qui ont accepté de participer à ce colloque et qui, de mon point de vue, quelque part sont en train d'être instrumentalisés, puisque dans le discours qui est tenu dans les médias, c'est remobiliser en fait l'opposition autour de la question de l'alternance. Et ces personnalités qui viendront à ce colloque, finalement, donneront l'impression de venir participer à cette remobilisation de l'opposition, alors qu'au départ, ce n'était pas cela la finalité de ce colloque. Tout à fait. Voilà, et l'on passe tout de suite au dernier sujet d'Afrique Presse, la tragédie, cette tragédie de la communauté des Oromo en Éthiopie. Le sujet est résumé par Simon Rodier de TV5 Monde. La fête de la fin de saison des pluies s'est très rapidement transformée en meeting de rébellion. La foule du festival traditionnel Oromo devient une masse révolutionnaire et comme signe d'appartenance, ses bras croisés en l'air, un défi aux autorités éthiopiennes. Alors quand l'un des leurs prend le micro aux religieux sur la scène, ce peuple redouble d'efforts pour hurler sa contestation. Ces Oromos ne peuvent plus accepter la tyrannie des Tigréens, la minorité au pouvoir qui les domine. Alors ils se soulèvent, mais la police règne encore en maître. Bousculade, puis des tirs. Le caméraman parvient à filmer cette foule en fuite. Et des dizaines ne vont pas courir longtemps, piégés par un fossé qui se trouve près du lieu de rassemblement. La panique les a entraînés au fond, certains essaient d'en sortir. D'autres sont déjà morts. Des journalistes ont pu constater la mort de 15 à 20 personnes dans ce fossé. Et des images amateurs ont été prises dans un hôpital alentour. Nous y voyons ici des images de blessés, puis des corps recouverts de draps et de couvertures sur le trottoir. Depuis le début de la contestation du pouvoir et de la répression, plusieurs centaines de personnes seraient mortes selon des organisations de défense des droits de l'homme. Voilà, ces violences évoquées dans le sujet, c'était le week-end dernier. Ensuite, mercredi, il y a eu également de nouvelles tensions, toujours avec les Oromo. Un tiers de la population éthiopienne, c'est-à-dire la majorité dominante parmi les 80 ethnies recensées en Éthiopie. Alors, depuis novembre, on dénombre, on l'a dit dans le sujet, plusieurs centaines de morts, Pierre, dans leur rang. Les Oromos sont violemment réprimés, harcelés
parce qu'ils ont le tort, semble-t-il, de s'opposer à l'accaparement de leurs terres, y compris dans les environs de la capitale Addis Abeba. Absolument, Hassan. Et cette affaire est loin d'être anecdotique, parce que la répression en pays oromo dure depuis plus d'1 an, de façon très régulière, et elle s'est même étendue au pays Amara. Et ce qu'il faut voir dans cette affaire, c'est que le régime actuel, qui est issu de la chute du régime communiste de Mengistu, Un régime révolutionnaire qui a été bâti par la force des armes, est dominé par les Tigréens. Et on voit bien que la jeunesse aujourd'hui, donc 26 ans après la chute du régime Mengistu, cette jeunesse, elle en a ras-le-bol de ce monopole du pouvoir administratif et politique par les Tigréens, et puis aussi, comme vous le disiez, l'accaparement des terres. Donc il y a véritablement un cocktail détonnant qui est en train d'apparaître sous nos yeux avec cette affaire. En plus, c'était pas n'importe quelle affaire, c'était une cérémonie symbolique pour la fin de la saison des pluies. Donc il y a eu une dimension importante, sacrée pour la communauté. Sacré d'un côté, sacrilège de l'autre. Voilà, on peut le dire comme ça. Voilà. Fatimata, à part les ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty, Human Rights Watch, en réalité, on parle très peu du sort des Oromos, sauf ces derniers jours, mais même dans les médias occidentaux, il est très rare qu'on évoque finalement ce régime pur et dur des Tigréens au pouvoir, 6% seulement de la population, mais ils dominent tout. Absolument, c'est terrible le sort qui est réservé aux Oromos. Et paradoxalement, ce qui est très inquiétant aussi et qui est intéressant de souligner, c'est la situation de l'Éthiopie. L'Éthiopie est entourée d'une dictature au nord, l'Érythrée, dont elle a été avec une guerre civile que l'on connaît et l'indépendance depuis 1993. Et j'en passe, et des meilleurs. Vous avez évidemment... Une présidentielle ouverte aussi. Exactement. Sans compter Djibouti, le golfe d'Aden. Si on remonte au Yémen, on va dans le sud, on a le Sud-Soudan en guerre civile, la Somalie. Voilà, donc c'est une espèce au cœur d'une poudrière. Et voilà un régime que les Occidentaux laissent, ou en tout cas aménagent, parce que évidemment l'Amérique, il faut penser que les États-Unis donnent plus de 3 milliards de dollars par an au régime éthiopien pour s'armer. C'est 4000 soldats au casque bleu au sein de l'UA. C'est un régime fort, autocratique, qui gère son pays et qui se débrouille tant bien que mal pour ne pas avoir de guerre civile, qui n'est pas relayée, évidemment. Il n'y a pas de pluralisme politique. Il n'y a pas de pluralisme politique. C'est un pays où l'on voit, évidemment, depuis de nombreuses années, se perpétuer selon ce régime des Derg, etc., cette mainmise héritée, évidemment, du régime Mengistu et tout ça. Ce qui fait que c'est un pays qu'on laisse tranquille, une espèce d'orthodoxie, pour ne pas faire de jeu de mots, parce que c'est un régime catholique orthodoxe, dans cette zone qui est totalement volatile, ce qui fait qu'on leur passe tout. On leur passe tout dans les médias, un peu partout. Et c'est quand même terrible de voir que les massacres se perpétuent aux portes, je dirais, si je voulais être assez mauvais esprit, de l'Union africaine. Absolument. L'Union africaine est à Addis Abeba. Alors, le régime tigréen, c'était Meles Zenawi, et puis ça se perpétue avec son successeur, Meles Zenawi, qui était l'homme dur, à poigne de fer, très respecté, cela dit d'ailleurs, donc de ce régime éthiopien après Mengistu. Fatimata le dit, l'Union africaine ne réagit pas, les pays africains ne réagissent pas, parce qu'effectivement, le siège de l'Union africaine est à Addis Abeba, Jean-Paul. Exactement, le siège de l'Union africaine est à Addis Abeba. Et puis, comme ça a été dit également, l'Éthiopie au cœur d'une région très volatile, où la menace terroriste est très présente, où il y a beaucoup de régimes à l'image du régime éthiopien. Mais en tout état de cause, la situation n'est pas très tenable, en tout cas à moyen long terme, face à ce mouvement qui n'est pas que identitaire, il est aussi politique, il est aussi économique, parce que effectivement la croissance tant louée de l'Éthiopie ne bénéficie pas à toute la population. D'autant plus que ces terres des Oromos sont privatisées des groupes néerlandais. C'est le scandale des terres arables qui sont vendues au plus offrant. Songez qu'il y a des réunions où les gens se disputent la course à l'échalote pour vendre le moins cher possible leurs terres. $1, parfois 50 centimes, parfois gratuitement, ce que l'Éthiopie a proposé parfois, l'hectare de terres arables pour attirer les investisseurs étrangers, notamment les Saoudiens, les Chinois, qui puissent produire, parce que l'Éthiopie espère derrière évidemment des emplois
et la création de biens manufacturés venant de l'Éthiopie. Donc tout ça fait qu'on exproprie qui ? Ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui n'ont pas de pouvoir, et en l'occurrence les Oromo. Et l'actuel Premier ministre des Salègnes, apparemment, rien ne peut le contraindre à changer de politique. Absolument. Pierre, rapidement, comme on l'a il nous dit, reste il n'y a 30 pas secondes. de préparation, il n'y a pas de pression internationale pour les raisons géostratégiques, il faut le dire clairement. D'une part, c'est un peu le grenier à blé avec la question des terres arabes. Et d'autre part, c'est aussi une ligne de fracture. Alors, je vais sur une lecture un peu religieuse, le Soudan musulman, etc., etc. Donc, c'est assez important. 50% des Oromo sont aussi musulmans, d'ailleurs. Oui, mais quand même. Donc, c'est aussi une espèce d'omerta internationale insupportable parce que derrière, il y a une population qui n'en peut plus. Voilà, ainsi se termine cette édition d'Afrique Presse. Merci Fatimata Wansanya, merci Pierre Benoît, merci Jean-Paul Agbo Aoulete, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pourrez retrouver cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.